La société civile en état de veille au Nigeria, elle entend mener la vie dure au gouverneur qui cotise de l'argent pour soutenir le président sortant Goodluck Jonathan. L'épouse de l'ancien président de l'Assemblée nationale du Niger en liberté provisoire depuis mardi, Adissa Amadou, était détenue dans une affaire de trafic présumé de bébés. Enfin, nous irons en Indonésie où la vie reprend son cours normal, 10 ans après le passage du tsunami qui a ravagé la ville de Meulabo. C'était là les principaux titres que nous allons développer dans cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Mais tout d'abord, le Burkina Faso. La justice burkinabé a été saisie pour la réouverture du dossier Norbert Zongo, ce journaliste assassiné en 1998 sous le régime de l'ex-président Blaise Compaoré et dont le meurtre ne fut jamais élucidé. Le 13 décembre 1998, Norbert Zongo a été tué alors qu'il enquêtait sur le meurtre sous la torture de David Ouedraogo, le chauffeur de François Compaoré, frère cadet de Blaise Compaoré. Son corps calciné fut retrouvé avec les dépouilles de 3 de ses camarades le même jour à une centaine de kilomètres de Ouagadougou, la capitale. 16 ans plus tard, 16 ans donc après les faits, le ministre de la Justice affirme que le procureur général du Faso a été saisi pour la réouverture du dit dossier. Ajoutons que jeudi dernier déjà, le président par intérim Michel Kafondo a qualifié le non-lieu prononcé en 2006 dans cette affaire d'injustice notoire et flagrante. On ne peut pas passer ce forfait en perte et profit, avait-il déclaré. Un autre élément dans ce journal, dans le cadre de l'élection présidentielle de février 2015 au Nigeria, les gouverneurs de certaines localités du pays ont décidé d'apporter leur assistance au président sortant Goodluck Jonathan en cotisant chacun 50 millions de naira. Un projet que les organisations de la société civile ont décidé de contrecarrer. Plus de précisions avec Abdoulaye Issa, il est le correspondant de Sika TV au Nigeria. La population nigériane crie son ras-le-bol face à ce qu'elle appelle gaspillage de la richesse nationale pour soutenir la candidature du président Goodluck Ebele Jonathan pour les élections présidentielles de février 2015. À cet effet, plusieurs organisations de la société civile se sont érigées pour faire échec au projet de certains gouverneurs qui ont décidé de soutenir la candidature du président Jonathan en envoyant chacun une mallette de 50 millions de naira, l'équivalent de 150 millions de francs CFA. D'après ces organisations, certains de ces gouverneurs sont confrontés à des problèmes de trésorerie pour payer les fonctionnaires de leurs localités respectives. C'est dans ce sens que l'organisation dénommée SERAP de l'activiste Femi Falana a demandé d'urgence au Sénat de mettre sur place une commission d'enquête pour situer et déterminer les gouverneurs qui se sont acquittés de cette cotisation contraire à la constitution nigériane. Outre faire échec à ce tordu projet de soutien à la candidature du président Goodluck Ebele Jonathan, l'organisation de lutte contre la corruption, détournement de deniers publics et la protection des droits et valeurs humaines, SERAP, demande à ce que la lumière soit faite pour connaître la provenance de ces fonds et que les responsabilités soient situées. Pour boucler ce dossier, rappelons qu'à ce jour, le parti au pouvoir a recueilli de ses militants et sympathisants 21 billions de naira, fonds qui serviront à battre campagne pour la réélection en février 2015 du président Goodluck Ebele Jonathan, qui sera face à un candidat, pas des moindres, l'ancien général de l'armée et ancien président de la République, Mohamed Buhari. L'épouse de l'ex-président du Parlement du Niger, Ama Amadou, qui était écrouée depuis juin pour un présumé trafic international de bébés, a été remise en liberté provisoire mardi. Selon Maître Ali Kadri, l'un de ses avocats, tous les prévenus de cette affaire ont bénéficié du même traitement. Ils sont notamment accusés de supposition d'enfant, un délit consistant à attribuer la maternité d'un enfant à une femme qui ne l'a pas mise au
au monde. Précisons que 16 personnes écrouées dans cette affaire avaient déjà été remises en liberté provisoire fin novembre dernier. Quant à Ama Amadou, qui est en fuite en France, un mandat d'arrêt a été émis fin septembre à son encontre. Et puis l'Union européenne a salué mardi la victoire de Beji Caïd Essebsi à l'élection présidentielle tunisienne. Selon le chef de la mission d'observation électorale de cette institution, les élections de dimanche étaient conformes aux normes internationales. Suivant un extrait de ses propos. Le scrutin de dimanche dernier marque la fin d'une période de transition dans laquelle les Tunisiennes et les Tunisiens ont démontré, malgré des circonstances parfois difficiles, leur fort attachement aux valeurs démocratiques. Malgré la forte polarisation de la campagne et certains excès verbaux, les candidats se sont abstenus d'inciter à la violence. Tout au long du cycle électoral, l'ISI et ses branches régionales ont fait preuve d'impartialité, d'indépendance et de professionnalisme. Ajoutons en ce qui concerne l'actualité en Tunisie que le président sortant, qui a essuyé donc une défaite au scrutin de dimanche dernier, n'entend pas se retirer de la politique. Monsef Marzouki a annoncé mardi la création d'un mouvement visant à empêcher le retour de la dictature dans son pays. Allusion faite au camp d'en face, celui du président élu Beji Caïd Essebsi, qui, selon lui, a dans son rang des extrémistes qui veulent ramener la Tunisie au passé, ce qui pourrait constituer un danger pour la stabilité du pays. Des représentants des États membres du comité de direction de l'association cotonnière africaine se sont retrouvés lundi à Cotonou au Bénin pour faire le point de la 12e journée de la dite association tenue à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire en mars dernier. C'était également une occasion pour ces personnes d'échanger autour de la prochaine session de la dite association. Plus de détails avec Emmanuel Crépi et Just Donhisso. Après Yamoussoukro, qui a abrité les 12e journées de l'association cotonnière africaine en mars 2014, Cotonou se prépare à accueillir les 13e journées. Dans cette optique, des représentants des États membres du comité de direction de la dite association se sont retrouvés à Cotonou afin de faire un bilan des journées de Yamoussoukro et de se pencher sur le niveau des préparatifs et les dispositions à prendre pour en assurer le succès. À chacune des journées annuelles de l'ACA, nous faisons des séminaires techniques où nous invitons des intervenants très pointus sur des sujets définis et ils planchent dessus, nous discutons, nous travaillons. Là, ça permet à nos commissions techniques, puisque l'association cotonnière africaine est organisée en commissions techniques, où les différents métiers sont réunis, l'agronomie, l'égrenage, la commercialisation, les finances, la métrologie, classement, etc. Nos commissions techniques donc sont irriguées par les travaux de ces séminaires techniques que nous tenons chaque année. L'industrie cotonnière en Afrique subit d'énormes difficultés liées aux conditions climatiques strictes et à de graves fluctuations de prix. De plus, la concurrence de grands pays producteurs réduit le pouvoir de négociation de prix des pays africains sur le marché importateur asiatique. À cela s'ajoute le problème de la réputation du coton africain, considéré comme contaminé. Autant de difficultés auxquelles l'association cotonnière africaine s'est attaquée durant la dernière décennie. Elle a été un facteur essentiel de la résilience des sociétés cotonnières africaines et de l'intérêt porté par l'international et par nos États aux filières cotonnières. S'il n'y avait pas eu l'ACA, on aurait été dans une situation difficile. Elle est née au moment où il fallait qu'elle naisse, mais c'est vrai que maintenant, il faut qu'elle prenne un deuxième souffle. L'association cotonnière africaine a été créée en septembre 2002 avec pour objectif de sauver la filière cotonnière africaine à la suite de la grande crise marquée par l'effondrement des cours mondiaux du coton en 2001.
Quelques informations hors du continent africain à présent. En 2004, un tsunami ravageait la région de Meulabo en Indonésie, faisant d'énormes dégâts. 10 ans plus tard, grâce à une aide internationale de plusieurs milliards de dollars, cette communauté de pêcheurs retrouve des couleurs avec de nettes rangées de maisons et de splendides mosquées, faisant presque oublier l'ampleur des destructions provoquées par le passage de ce tsunami. Les images. Un champ de ruines il y a à peine 10 ans, une ville pleine de vie aujourd'hui. Meulabo, paisible communauté de pêcheurs sur la côte ouest de l'île de Sumatra en Indonésie. Le 26 décembre 2004, un tsunami a ravagé la ville, la plus proche de l'épicentre du séisme, à l'origine des vagues géantes qui ont détruit routes et lignes de communication. Durant des semaines entières, les habitants ont été coupés du reste du monde, obligés de se battre pour survivre. Je suis montée sur un mur très haut. Je ne sais pas comment j'ai fait ça. Si je devais le refaire maintenant, je ne pourrais pas. J'ai même sauté très loin. Je ne sais pas comment j'ai réussi à faire ça. Nous sommes tellement traumatisés qu'à chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, même s'il est très petit, même si c'est au beau milieu de la nuit, nous courons hors de la maison aussi vite que nous le pouvons. Le désastre a fait plus de 170 000 morts en Indonésie et des dizaines de milliers de victimes supplémentaires dans les pays bordant l'océan Indien. Face à l'ampleur de la catastrophe, la communauté internationale s'est mobilisée. Une aide de près de 7 milliards de dollars a permis de rebâtir plus de 140 000 foyers à travers Aceh, ainsi que des routes, des écoles, mais aussi des sirènes et des panneaux indiquant les routes par lesquelles s'échapper en cas de nouveau tsunami. Aujourd'hui, en 2014, Aceh a fait beaucoup de progrès. Les enfants dans les écoles apprennent les procédures de sécurité et comprennent les procédures d'évacuation. Les sirènes fonctionnent de nouveau et le centre de contrôle des opérations est en place et est fonctionnel. Mais beaucoup d'habitants vivent toujours près de la côte, parfois faute de pouvoir se reloger ailleurs. Nous voulons que le gouvernement achète notre maison, parce que personne d'autre ne veut l'acquérir. C'est trop près de la plage. Tout le monde est trop traumatisé pour l'acheter. De fréquents séismes dans la région continuent de rappeler la tragédie d'il y a 10 ans. Malgré tout, la plupart des habitants sont parvenus à rebâtir leur maison et leur vie sur les ruines de ce passé douloureux. Après avoir inondé le monde avec ses fruits et légumes, la Pologne se lance désormais dans la gastronomie de luxe avec la production du véritable caviar d'Esturgeon dont les œufs se négocient à prix d'or. Reportage. Ceci n'est pas un hôpital, mais les règles d'hygiène y sont tout aussi strictes. Les producteurs de ce caviar non pasteurisé, made in Poland, visent la perfection. Dans cette salle stérilisée chaque nuit et où l'air est régénéré 20 fois par heure, chaque minute est comptée. L'esturgeon est tué, la gonade extraite, puis c'est la séparation des œufs, le rinçage, triage, salage et enfin l'emballage. Le tout ne dure pas plus de 15 minutes par animal. Au final, chaque esturgeon donne environ 12% de son poids initial en caviar. Avant tout, il faut un bon poisson. La qualité de la gonade est essentielle, tout comme la durée de son extraction. La technologie en soi est assez simple, mais la production d'un bon caviar dépend de nombreux éléments qui relèvent plus de l'art que d'une recette. À l'extérieur, des centaines de femelles esturgeons russes et sibériens arrivés à maturité nagent dans ces canaux dans la région de Mazuri, dans le nord de la Pologne. Avant d'arriver ici, ces poissons passent les 8 premières années de leur vie dans une exploitation piscicole à 300 km de là. Gosławice, l'un des 3 plus grands producteurs d'esturgeons en Europe, s'étend sur 2000 hectares de lacs et 500 hectares d'étangs chauffés par une centrale électrique voisine. L'élevage d'esturgeons y a commencé en 1992 et depuis 2008, les femelles sont vendues aux grands producteurs de caviar sur le vieux continent, mais désormais la Pologne veut en produire elle-même. Lors de la vente de nos femelles esturgeons, nous avions conscience que leurs œufs étaient de très bonne qualité. Il ne nous restait plus qu'à trouver un endroit où une femelle, arrivée à maturité, pourrait vivre et être préparée à la production de caviar. Michel Morand vit depuis 15 ans en Pologne. Il est l'un des chefs cuisiniers français les plus connus dans le pays. Nous lui avons demandé de goûter le caviar produit en Mazuri.
Bien que la production de caviar semblait réservée à des pays comme la Russie, l'Iran, l'Italie ou la France, la capacité de la Pologne à produire un bon produit de luxe n'étonne pas le chef français. La Pologne fait de très bonne vodka par exemple, on est capable d'élever des choses de qualité, on a de très bons poissons, je ne parle pas de la mer Baltique malheureusement, mais si on prend les poissons d'eau douce, on est capable d'élever de très bonnes choses. Aujourd'hui un produit comme le caviar, qui est fait de cette manière, je suis convaincu qu'il a une place sur le marché. La vente au gros de ce caviar polonais a commencé en novembre, mais elle n'en est qu'à ses débuts. Le producteur ne souhaite pas encore communiquer sur la quantité de caviar produite, ni sur son prix, mais il ambitionne de devenir le plus grand producteur de cet or noir en Europe dans les 10 ans à venir. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Passez une très bonne journée en compagnie des programmes de Sika TV. Au revoir.